Bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire consacré aux maths, intitulé Les maths, des clés pour comprendre. Bienvenue aussi à Claudine nous allons co-animer cette soirée, ce webinaire. Bonjour Claudine. Bonjour Patrick, bonjour tout le monde. Bien. Nous allons donc passer à peu près une heure. On va essayer de tenir un peu les délais. Ça va pas être, c'est la première fois qu'on le fait, donc peut-être qu'on va déborder un peu. J'espère pas. Mais en tout cas, vous pouvez d'ores et déjà normalement poser vos questions dans le chat et nous essaierons d'y répondre peut-être au fur et à mesure, peut-être à la fin, selon les besoins. Claudine, tu veux commencer à te présenter? Claudine Kirja, je suis facilitante Davis depuis 2011 et j'ai découvert la méthode parce que j'enseignais les maths et que j'avais des difficultés à faire comprendre des choses. Donc voilà. Bien, et puis donc moi, je suis Patrick Courtois, je suis facilitateur Davis depuis aussi 2011. On s'est formé ensemble avec Claudine il y a pas mal d'années déjà. Et alors, je suis pas prof, moi, contrairement à Claudine. Je suis un ancien informaticien et je suis aussi passionné des maths. Et nous allons essayer ce soir de faire en sorte de vous donner des pistes pour comprendre la situation de vos enfants et puis pour essayer de faire un petit peu mieux. Alors, pour vous connaître un tout petit peu mieux, je vous propose de renseigner un sondage, pardon, je vais y arriver. Donc, en quelques mots, c'est très rapide, hein, c'est histoire de savoir un peu à qui vous êtes. Bien, je vous remercie. Je pense que tout le monde, presque tout le monde a pu répondre. Je vais le laisser encore quelques instants. Et puis, nous allons donc, je vois quand même il y a pas mal de parents d'enfants dyslexiques. Il y a des enseignants. Bienvenue aux enseignants aussi. C'est intéressant aussi pour les enseignants d'avoir d'autres infos. Mais ça, je pense que Claudine pourra répondre plus facilement que moi à certaines questions. C'est toujours intéressant. Et des collègues aussi. Bonsoir aux collègues. Bien. Alors, euh, les maths, pourquoi a-t-on donc inventé les maths? Alors, les esprits chagrins vont peut-être dire qu'on a inventé les maths pour enquiquiner les élèves, hein, que ce soit au primaire ou après. Pourquoi donc est-ce qu'on a inventé les maths? Eh ben, la réponse, c'est quand même très simple. La réponse, c'est qu'on a inventé les maths parce qu'on en avait besoin. Et quand je dis on en avait besoin, ça date pas d'hier, hein. En fait, quand l'être humain a commencé à domestiquer les animaux et puis à cultiver des champs, eh bien, il s'est posé une question très naturelle qui est, eh ben, combien j'ai de moutons, combien j'ai de sacs de blé, combien j'ai etc., etc., combien j'ai de ressources à partager. Et on a eu donc besoin d'inventer des signes, des codes pour à la fois exprimer le nombre voilà, de moutons, par exemple. Là, j'ai 4 moutons, j'ai 5 moutons, je commence bien. Le nombre de sacs de blé. Donc, aussi bien l'exprimer à l'oral, mais aussi le garder par écrit, parce que pour gérer les stocks, pour gérer la population, pour gérer les ressources, eh bien, on a besoin de garder aussi des traces. Alors, une fois qu'on a fait ça, Claudine, on a vu d'autres besoins. Alors on a aussi, une fois qu'on les a comptés, on peut aussi, on avait besoin de les regrouper, on avait besoin de les séparer, on avait besoin de savoir à qui ça appartenait. Donc on a appris à faire des additions.
puis des soustractions, parce qu'aussi on vendait les troupeaux, on faisait des transactions et tout ça. On a pu faire aussi, voilà. On a eu de nouveaux besoins avec des additions répétitives, ce qui a donné lieu à des multiplications, puisque tout le monde avait la même chose. Et puis des soustractions répétitives. Vas-y, ouais. Ah non, c'était. Ah oui, d'accord. Les soustractions répétitives, c'est celles qui vont donner naissance à la division. Voilà, Et je reviens un puis petit la peu en arrière, division, pardon. voilà, c'était multiplication, division. La division est arrivée avant la multiplication parce qu'il fallait bien partager les héritages, donc c'était plus urgent. Et puis il fallait se poser des questions aussi. Est-ce qu'on va avoir assez à manger? Est-ce que les quantités à mettre en œuvre, les solos et tout ça? Et puis on s'est aperçu d'une chose assez drôle. Alors ça, c'est la photo suivante, je pense. Voilà. C'est que quand on a fait des recherches archéologiques ou quand certains chercheurs ont cherché dans toutes les sociétés ce qui s'était passé, bah, depuis le début de l'humanité, en fait, on a toujours fait des calculs. Et toutes les sociétés qui existent, toutes ces sociétés depuis le début de l'humanité, elles ont toutes des systèmes de calcul. Mais la nature humaine étant ce qu'elle est, les sociétés qui étaient l'une à côté de l'autre avec des systèmes de calcul tout à fait opposés, mais des sociétés qui étaient aux antipodes l'une de l'autre avaient exactement les mêmes systèmes. Donc même en maths, on retrouve les choses de la vie. Et on les retrouve parce qu'elles sont faites pour ça. Alors, le, l'intérêt donc de faire des maths, c'est de pouvoir indiquer quelle quantité de choses on a. Imaginons qu'on veuille faire un bouquet de fleurs avec des fleurs bleues et des fleurs violettes ici, et qu'on ait besoin de savoir combien de fleurs ça fait en tout. Eh bien, donc on a inventé l'addition pour ça, mais pour des petites quantités comme ça, il y a des enfants qui sont tout à fait capables, en voyant ça, pas des enfants ou des adultes d'ailleurs, hein, bien sûr, qui sont tout à fait capables, en voyant ça, de capter la quantité de fleurs et de dire, bah voilà, ça fait 7. Ok. Euh, D'autre part, donc c'est un don de pouvoir voir des choses comme ça. Il faut savoir que habituellement, dans des quantités jusqu'à 5, 6, 7, l'œil est capable de voir, de percevoir directement la quantité. Donc en fait, on n'a pas vraiment besoin de compter ça. Alors donc, là, je suis en train de vous dire qu'on n'a pas besoin de faire des additions, mais imaginons que voilà, on veuille compter le nombre de parasols là. Eh ben, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il y a 6, 7, j'arrive même pas à compter le nombre de rangées, il y en a 7 a priori sur je ne sais combien de rangées. Donc on pourrait très bien, comme on a fait ici, recompter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, j'ai pas eu besoin de faire l'opération. Mais ici, ça devient beaucoup plus compliqué. Et ce qui est intéressant à retenir de ce petit exemple, c'est que un enfant qui serait bien doué pour capter les quantités, eh bien, il risque, c'est un risque, hein, il risque de ne pas comprendre pourquoi on a besoin de faire des opérations, pourquoi on a besoin d'apprendre des additions. Parce que c'est tellement simple voilà, de compter comme tout à l'heure, j'ai 7 fleurs, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et le fait est que c'est un peu obligatoire hein, quand on commence, quand les enfants à l'école, au début de l'école, commencent à apprendre les nombres et puis les additions et à compter simplement, ben, on ne peut pas leur donner des quantités, voilà, comme le nombre de parasols. Ça serait pas possible. Ils ont besoin de commencer à compter avec des petites quantités. Mais ça risque d'être un piège pour les quantités plus grandes. Donc ça, c'est pour les additions. On pourrait s'amuser à raconter les parasols, mais ça va être très long. Pour les multiplications, ça c'est un exemple qui m'est arrivé hein, pendant un stage. Une de mes stagiaires voulait absolument pas entendre parler des multiplications. Mais regardez un peu. Imaginons que ça soit un berger qui arrive avec 3 sacs de blé, et puis un deuxième berger qui arrive avec 3 sacs de blé, et un autre berger avec 3 sacs de blé, etc., etc. Donc l'opération, c'est quoi? Bah, c'est 3 sacs de blé, plus 3 sacs de blé, plus 3 sacs de blé, plus, etc. Au bout d'un moment, ça devient complètement illisible.
Je ne sais pas si vous voyez à gauche, honnêtement, quand j'ai écrit ça, j'ai eu un petit peu du mal à la compter. Il fallait que je regarde avec les doigts. Et il n'y en a que 36. D'accord? C'est quand même plus simple d'écrire 3 fois 36. Ça devrait être 36 fois 3 d'ailleurs. Il y a quelque chose que je n'ai pas corrigé là-dedans, Claudine, excuse-moi. Non, non, 3 multiplié par 36, c'est juste. Et on C'est dit 3 juste fois aussi. 30. Oui, oui, 36 Mais fois ça, 3. ça serait plus logique que ça soit 36 fois 3. Et Eh ben donc, oui, c'est ce qu'on dit, mais on n'écrit pas dans le même sens où on dit. C'est pour et on ça que pour n'écrit les pas dans le enfants, même c'est sens. difficile au début. Voilà. Donc ça c'est encore quelque chose qui, ça c'était pas fait exprès dans Non, mais c'est la juste. présentation, mais c'est quelque chose qui peut perturber aussi Oui, les enfants. oui. Donc Bah, pour résumer, on a eu, pardon, je recommence. On a inventé les opérations pour se simplifier la vie, pour éviter des calculs alambiqués impossibles à faire, comme celui qui est à gauche, et se simplifier la vie en faisant un 3 fois 36 ou 36 fois 3, comme on a à droite. Par contre, il y a une chose qui est absolument indispensable, c'est de comprendre le problème. Comprendre le problème. Et les maths, c'est fait pour ça. alors, effectivement, non. Les maths, en fait, c'est une idéalisation, je dirais, du fonctionnement physique du monde. Toutes les sociétés l'ont inventé pour comprendre comment ça se passait et puis pour simplifier, par exemple, il est plus facile d'utiliser la notion du cercle que d'expliquer à chaque fois que c'est rond comme un objet ou bien que c'est voilà, que c'est comme un fruit ou comme la lune ou comme le soleil. Maintenant, le soleil, on ne le regarde pas, la lune. Voilà. Ou bien comme la trace dans l'herbe de la chèvre qui broute son herbe quand elle est attachée à son piquet. Quand on parle de cercle, tout le monde sait, c'est l'ensemble des points qui sont à la même distance d'un point. C'est parfait, c'est dans la tête et ça va beaucoup plus vite. Bon, donc ça a une économie d'énergie, mais ça permet de généraliser, ça permet d'étudier les phénomènes, de les analyser, de parler, et voilà, de plein de choses. Alors la chèvre, c'est une fois qu'on a eu le- la domestication des animaux, hein. Avant, il fallait se contenter de parler des ronds dans l'eau ou de ronds comme la lune. Mais après, on a fait ça, puis du coup, on a inventé le compas, et puis voilà, c'est tout s'enchaîne. Voilà. Puis ça, c'est sans compter aussi, effectivement, que le cercle mathématique, c'est un cercle parfait. Alors que des cercles Oui, parfaits dans la nature, bah, ça il n'y en a pas. existe plus ou moins, mais c'est jamais parfait, quoi, en fait. Le seul cercle parfait, il est effectivement dans l'imagination du mathématicien et dans ceux qui font les maths. Mais ça permet de calculer plus facilement. Chose. Alors, on va passer très rapidement sur l'histoire, parce que j'ai envie de vous montrer, nous avons envie de vous montrer ici que l'ensemble des mathématiques, c'est utile. Alors, si on regarde historiquement, il y avait 4 branches dans les mathématiques. Je pense à l'invention, enfin l'invention, le début des mathématiques chez les Grecs, par exemple. Il y avait Mhm. l'arithmétique, qui est donc la science des nombres, la géométrie, qui est la science des objets et des formes. Il y avait aussi à cette époque-là l'astronomie. Et l'astronomie, à cette époque, c'était très important parce que bah, pour naviguer dans le désert ou pour naviguer sur la mer, il fallait savoir où on était, donc mesurer les angles des planètes, des étoiles, du Soleil, pour savoir exactement où on en était et éviter de se perdre. Donc c'était une science mathématique euh, au sens propre du Oui, terme. toujours. Et puis aussi la musique, curieusement. La musique elle faisait Ouais. aussi partie des sciences mathématiques. Ben Bon, oui. actuellement, bon, la musique et l'astronomie sont sortis des sciences mathématiques. Il y en a plus que 4. Et il y Oui. a beaucoup de subdivisions. Le, le- zut, pardon. L'algèbre, c'est donc je vais y arriver, la relation entre les nombres pour savoir arriver à trouver des solutions. Géométrie, analyse logique. On va y passer très rapidement sur chacun d'eux pour vous montrer que c'est utile. Franchement, s'il y a quelque chose à ressortir de ce webinaire, c'est que les maths, ça sert à quelque chose. Par exemple, l'algèbre, le besoin, c'est de... Oh, algèbre, ça vient d'un mot arabe, al-jabr. Alors, pardonnez-moi ma prononciation, c'est sûrement pas bien prononcé, mais un mot qui veut dire reconstruire, restaurer, c'est-à-dire retrouver la bonne valeur, la valeur qui correspond. Et c'est pas récent. C'est pas récent parce qu'on a retrouvé un papyrus qui est en bas, je vous le déchiffrerai pas, mais il est traduit au-dessus, qui raconte l'histoire de 100 miches de pain qu'il faut partager entre 10 hommes, mais 10 hommes qui n'ont pas les mêmes, qui ne reçoivent pas la même quantité de pain.
il y a un navigateur, un contremaître et un gardien qui reçoivent une double part. Donc, ça complique la façon de calculer. Ce n'est pas une simple division, etc., etc. Alors on s'en sert, la géométrie, ben, on en avait besoin pour étudier, construire des objets, faire des plans, des bâtiments, des routes, calculer aussi des surfaces de champs. À l'époque aussi, quand le Nil débordait en Égypte par là, ben, il fallait redessiner les champs. Le théorème de Pythagore qu'on attribue à Pythagore, mais voilà, il était bien utile pour refaire les champs à la bonne place, au bon endroit, enfin avec la bonne forme surtout, et ainsi de suite. Et puis les mathématiques, aussi bien la géométrie, elles ont quelque chose de, je disais, elles servent à comprendre la réalité, mais en plus, c'est un fonctionnement du cerveau qui est assez rigoureux et qui demande des précisions et qui construit, en fait, qui structure le cerveau pour des choses qui n'ont rien à voir avec les mathématiques, mais dans la vie courante, hein, avec en particulier toutes les fonctions cognitives, exécutives, pardon, qui sont travaillées au travers des mathématiques, et c'est super intéressant. Oui, et tu parlais de Pythagore. Il semble maintenant certain que le théorème de Pythagore ne vient pas de Pythagore parce Non, qu'il existait déjà des oui, oui. centaines d'années avant. On Et il a retrouve des été traces. attribué, voilà, Voilà, à ce nom. attribué à Pythagore. Euh, l'analyse, ça sert à comprendre comment fonctionne une boîte noire quelque part, hein, comment calculer, comment envoyer une fusée dans l'espace, comment fonctionne, comment faire fonctionner un satellite. Les GPS, quand vous utilisez votre simple GPS sur votre téléphone portable, il y a une quantité de calculs mathématiques qui est absolument colossale pour arriver à comprendre, à faire en sorte que simplement, il vous mène à votre bonne direction. Et bien sûr, le calcul là, on a montré un pont, mais de calcul de toutes les structures, de tous les bâtiments, toutes les constructions. On a besoin d'étudier ça et de savoir comment à la fois rendre une construction solide et en même temps pas trop chère, pas trop grosse pour faire le minimum qui fonctionne. Et ça, c'est bourré de calcul. Calcul des Exactement. pentes, calcul des routes, calcul informatique. Euh, voilà, si vous arrivez à voir cette vidéo là, il y a une quantité aussi de fonctions mathématiques pour compresser les images, pour compresser le son, etc. Votre ordinateur fait un travail énorme qui a été euh, créé au départ par des mathématiciens. La logique, ça sert en maths pour faire des démonstrations, simplement, une démonstration mathématique. Je prends l'hypothèse que, etc. Donc, j'arrive à démontrer que c'est vrai ou que c'est faux. La logique, bien entendu, c'est aussi utilisé dans les ordinateurs qui font des milliards de choix par seconde en permanence. Donc, tout ça, c'est issu aussi des travaux mathématiques. Alors, quel est le problème, un des problèmes des maths, Claudine? Alors, le problème des mathématiques, c'est qu'en fait, tout se construit les uns sur les autres. Par exemple, en histoire, si un élève oublie ce qui s'est passé en Égypte, ça ne va pas l'empêcher d'apprendre les guerres napoléoniennes, par exemple, ou la Révolution française. En mathématiques, c'est un petit peu pas, un peu différent parce qu'en fait, euh, la base, c'est les chiffres, mais c'est une des sciences dans lesquelles, quand on construit une théorie mathématique, on ne détruit pas la précédente. Au contraire, on la complète, on l'ouvre à d'autres choses encore. Donc, elle n'est pas obsolète, comme dans certaines matières où on trouve une nouvelle théorie, ben, elle ne colle plus avec la précédente, donc c'est celle-ci qui marche mieux, on la prend. En maths, on construit toujours sur ce qu'il y avait avant. Donc, si on n'a pas le premier niveau de base, ben, on est tout de suite perdu, en fait. Voilà. Et Et voilà, puis, donc on est perdu et effectivement, on peut difficilement apprendre entre guillemets, niveaux supérieurs de mathématiques quand les bases ne sont pas solides. Et ça et explique en partie un certain nombre de problèmes, de des difficultés difficultés. qui est en maths. Des enfants, ben, un des problèmes, des difficultés des enfants qui sont en maths, c'est qu'ils n'ont pas la notion de chiffre et de nombre, et donc il y a des choses qui ne se construisent pas, et ils n'arrivent pas à... Il leur manque quelque chose, quoi, à la base. Voilà. Alors, nous allons essayer de passer en revue quelques problèmes. Je dis bien quelques parce que voilà, s'il fallait tous les passer en revue, ben, on y passerait.
l'éternité, parce que à chaque fois, il y a des problèmes différents. Mais ce que nous voudrions essayer de faire ici, c'est de vous donner des pistes pour les difficultés les plus fréquentes que l'on peut rencontrer. Et on va commencer par un petit sondage qui est assez marquant, je trouve, euh, qui est que 85% des gens déclarent aimer les maths. C'est quand même une nouvelle assez intéressante, 85%. Mais un élève sur deux en a peur. Voilà. Donc ça fait un gros décalage entre j'aime les maths, mais qu'est-ce qui va m'arriver si je fais des maths? Et il semblerait que la peur soit une résultante, une conséquence des lacunes accumulées par l'élève au cours des années, au cours des premières années. Donc ça rejoint un peu ce que disait Claudine tout à l'heure. Les lacunes s'accumulent et du coup, continuer à faire des maths, mais ça fait peur. Très compliqué. Quelles sont les hypothèses, Alors, Claudine? alors, bon, on dit effectivement que c'est un déficit de mémoire procédurale. Voilà. Il faut automatiser l'apprentissage. Il faut apprendre par cœur. Bon. Mais bah, il y a des enfants qui n'arrivent pas à apprendre par cœur en maths, mais alors qu'ils sont capables d'apprendre plein d'autres choses et d'autres procédures autrement. Donc voilà quel est le problème en fait. Qu'est-ce qu'il peut avoir comme cause? Ça, c'est une des causes. Donc, autant vous dire, alors, bien sûr, une fois de temps en temps, ça peut arriver, hein, on ne dit pas que ça n'arrive pas, mais c'est une hypothèse qui est un peu fourre-tout pour justifier pas Voilà. mal de difficultés, comme la dyslexie Alors, aussi, hein, c'est aussi justifié par des déficits neurologiques. Autant vous dire que chez Davis, on n'y croit pas du tout. non, puis on sait que les déficits, ils ne sont pas là. Il suffit de prendre le problème dans le bon sens. Voilà, il faut prendre le problème dans le bon sens. Alors, il y a aussi une question psychologique qui est une prédiction autoréalisatrice, c'est je suis nul en maths, mes parents étaient nuls en maths, j'ai toujours été nul en maths, ça a toujours été une catastrophe. Et curieusement, il y a des études qui ont été faites, il y a une sorte de fierté à être nul en maths. Autant quelqu'un qui fait de la dyslexie, qui a du mal à lire, aura une très très forte tendance à le cacher. Il y a beaucoup de gens qui font de la dyslexie et qui préfèrent que ça se sache pas. Ça, vous savez très bien. Mais autant être nul en maths, c'est un peu comme, comme une marque de noblesse quelque part. Mais le problème, c'est que euh, Oui. le fait d'être persuadé d'être nul, il y a beaucoup d'enfants qui abandonnent tout de suite parce que de toute façon, je suis nul. Il n'y a pas de raison de faire des efforts, ça va échouer. Alors, difficulté des enfants en mathématiques, elles viennent surtout de la difficulté de l'utilisation du langage symbolique. Parce que ce sont des dessins, et si on ne leur donne pas de sens, ces enfants-là, ils ne peuvent pas comprendre. Et les premiers dessins à comprendre, c'est les chiffres. Et on a 10 chiffres. On a 10 chiffres pas par hasard, c'est parce qu'on a 10 mains, 10 doigts dans une main, pardon. Et donc ces chiffres, il faut leur faire comprendre que c'est des dessins comme les lettres qui servent à écrire des mots, les chiffres, ils servent à écrire des nombres. Ensuite, il va savoir comment on écrit les nombres, comment on va placer les chiffres, donc le système décimal. Et puis, qu'est-ce que veut dire toutes les autres choses? Il faut absolument leur faire comprendre. Quand on voit un petit x avec un petit 2, ben, il faut leur faire comprendre et faire comprendre en manipulant que c'est une histoire de carré. La surface d'un carré, et on l'a appelé comme carré parce que c'est un mot qui vient de très très longtemps, quand on faisait des mathématiques avec des cailloux, des tas de choses très concrètes. Quand on a trois rangées de trois cailloux, on a 9 cailloux en trop, mais c'est trois répétés trois fois, c'est le carré de 9 parce que la figure géométrique associée, c'est le carré. On aura aussi des nombres rectangulaires, des nombres triangulaires, des tas de choses, mais à partir du moment où on va pouvoir faire comprendre et manipuler aux enfants la signification de ces symboles, voilà, ça marche. Le symbole à côté, racine carrée, bah, c'est simplement la ligne du bas qui a permis, les trois cailloux, qui ont permis de construire notre carré au-dessus. Ben, la racine, c'est comme pour les carottes, hein, la racine, elle est en dessous, elle est dans la terre. Donc, ce qui est en dessous du carré, ce qui a servi à le construire, la première ligne, elle va s'appeler racine carrée. C'est plein de choses comme ça, mais à partir du moment où on les explique, ça va pouvoir, effectivement, ils vont pouvoir comprendre. Parce que ces enfants qui ont des difficultés en mathématiques, aussi bien qu'en dyslexie, parce que nous, on voit, ils sont liés ensemble, en fait, c'est qu'ils n'arrivent pas à se représenter visuellement ou par des images ou par des sensations, ils n'arrivent pas à se représenter la notion. Ces enfants-là ne passent pas par l'oral. C'est pas parce qu'on leur dit que 3 est plus grand que 2, ben, ils vont dessiner un grand 3 puis un petit 2, hein.
Parce que voilà, ils ont entendu 3 plus grand que 2, ben voilà, c'est comme ça. Si on ne leur explique pas ce que ça veut dire, s'ils ne peuvent pas construire une représentation mentale de ces significations, ils ne peuvent pas comprendre, ils sont perdus. Et l'oralité, pour eux, est très gênante si on ne leur fait pas manipuler des choses concrètes en mettant les mots en même temps que les actions ou en même temps que les objets. Et ça, c'est super important et c'est comme ça qu'on construit petit à petit. On commence par construire les nombres, les chiffres, par construire les nombres, puis ensuite les opérations, puis on introduit les symboles qui représentent les opérations. Et là, ben, ils arrivent très bien à comprendre. Une fois qu'ils ont pigé le système, ça va très vite après. Oui, et tout ce qui est l'idée phare qu'il y a dans tout ça que vous avez expliqué, Claudine, c'est que il y a un lien avec la réalité, il y a un lien entre le un et la réalité, entre le 2 et la réalité, il y a un lien entre le carré et la réalité, et si ce lien, si la réalité n'est pas, si le symbole n'est pas relié à la réalité, eh ben c'est un symbole qui veut rien dire. Et on est toujours là-dedans, y compris dans la signification des opérations. Moi, le nombre de fois où j'ai des élèves en maths qui choisissent, face à un problème, qui choisissent un peu l'opération au hasard, du style, oh bah aujourd'hui c'est la journée des plus, donc je vais faire les 2 plus 3, et puis peut-être que le lendemain sur la même opération, ça va faire 2 moins 3. Mais c'est pas comme ça qu'on fait des maths. On fait pas des maths en prenant une opération au hasard, en essayant quelque chose qui, ça pourrait être ça. Et ça, le phénomène se produit, encore une fois, parce qu'il n'y a pas de lien avec la réalité. Pas la signification, voilà. Pas de lien avec la signification, absolument. Alors, euh, il est important aussi et là je parle à vous en tant que soit enseignant, soit parent, quand vous euh, examinez une difficulté avec votre enfant, il est super important de savoir d'analyser d'où vient la difficulté. Je vous donne un petit exemple qui est issu d'Astérix, Obélix et compagnie, la série de Goscinny et Uderzo. Voilà, deux Gaulois à qui Obélix a promis à chacun 3 poignées de sesterces. Donc, ça nous fait 2 fois 3 poignées. Et vous voyez que là, l'opération est bonne. Parce qu'il y a deux Gaulois, ils ont chacun 3 poignées. Donc, l'opération, c'est bien 2 fois 3. Et l'autre Gaulois qui répond, oui, donc tu nous dois environ 4 ou 5 poignées. Donc, on voit que là, c'est le fait de calculer les 2 fois 3 qui est en erreur. Et alors, merci à Tout Goscinny à et à fait d'accord. Uderzo, parce que d'abord, je les adore tous les deux. Et puis ensuite, ça fait un excellent exemple de mathématiques, mine de rien. Le fait de déterminer à quel endroit se trouve la difficulté, eh ben, c'est ça aussi qui va permettre de corriger et de guider l'enfant, d'aider l'enfant là où c'est important de l'aider. Mais Alors, les si je quatre reprends là opérations sur... n'ont pas. Oui, ouais, vas-y. Non, si je reprends sur cet exercice-là, là, 2 fois 3, 2 fois 3, on sait que ça fait 6. Quand il dit 5, c'est qu'il a fait dans sa tête 2 et 3. Et ça, c'est terrible. En classe, vous demandez vous regardez une copie, vous voyez 2 fois 3 quand vous voyez le 5 à côté, vous dites, ah, la multiplication, elle n'est pas comprise. C'est l'addition qui fonctionne. il y a de fortes chances. Il y a de fortes Ah oui, chances. c'est... Voilà. Mhm. Alors, à quoi ressemblent les 4 opérations, Claudine? Alors, les 4 opérations, en fait, avec la réalité, on peut très bien expliquer à ces enfants qui ont besoin de sens et de manipuler, ben, l'opération d'addition, c'est simplement c'est regrouper des objets de même nature pour les compter ensemble. Donc, c'est ce geste de regrouper des objets de même nature pour les compter ensemble. Après, il y a l'autre opération, la suivante. Pardon. Donc, la soustraction, c'est quand il y a déjà quelque chose qui est posé, on va prendre à l'intérieur de cette chose et on va l'enlever. Et ça, c'est le geste de la soustraction. Et ça, on peut aussi le faire très bien en classe. Moi, je mettais rien sur la table, vous prenez des crayons, ils posaient leurs crayons, 4 ou 5 crayons. J'ai dit, maintenant, vous prenez 2 crayons, vous les prenez et vous les mettez dans votre dos, parce que c'est ce geste-là. Et on le répétait plusieurs fois jusqu'à ce qu'ils comprennent que soustraire, enlever, c'est prendre quand il y a quelque chose et l'enlever de cette chose-là. En fait, il y a 2 gestes. Il faut prendre et enlever. Si on passe à la suivante, la multiplication, ben c'est pareil. Avec les crayons, on le faisait aussi. On pose 3 crayons, puis on pose encore 3 crayons, puis encore 3 crayons, puis encore 3 crayons, puis on va les regrouper ensemble pour les compter, bien sûr. Mais on a fait le geste de poser ça plusieurs fois. Et l'opération, elle est là pour simplifier, pour rendre des systèmes, voilà, des espèces de formules, manière de faire. Or, la multiplication, elle va dire combien de crayons on a posé à chaque fois
et combien de fois on l'a posé. On n'aura besoin que de deux nombres au lieu de les compter jusque tous, autant de faire les 36 fois pour ajouter les trois là. Donc la multiplication, c'est poser un certain nombre d'objets, un certain nombre de fois, et on va donc dire que cet objet a été répété ou multiplié par ce nombre de fois. Et non, c'est bien cet axe, je pose, je pose, je pose, mais la même chose, et je compte. Et la division, il y a quelque chose qui est là, mais je dois partager en parties égales, en un certain nombre de parts. Donc là, si je veux quatre parts, ben, combien de fois je vais pouvoir prendre quatre crayons pour en donner un à chacun, et ainsi de suite, et on fait les gestes. On enlève et on distribue. C'est aussi la distribution, où on les prend ensemble pour faire un paquet. C'est la même chose, c'est une soustraction répétitive, mais la même chose, on aura besoin combien de crayons j'ai au départ, combien de parts je veux, et on va avoir un résultat. Donc, une fois qu'on fait manipuler les enfants avec ces gestes-là, qu'on leur fait distribuer des cartes, qu'on leur fait enlever des choses, qu'on leur fait, voilà, ils vont avoir, ils vont savoir ce que ça veut dire et ils vont pouvoir, quand ils vont connaître tout le vocabulaire qui est nécessaire pour lire les énoncés, ils vont savoir quelle opération il faut faire. Ça sera plus du hasard parce qu'ils auront compris, ils auront intégré, effectivement, en ayant manipulé, mis le geste, le son et l'action en même temps, ils vont avoir intégré et pourront choisir l'opération. Alors bien sûr, tout ce que nous vous avons montré ici, ce n'est que le début du travail, hein. Faire ça avec un enfant, ça ne suffit pas. Il faut aller après, il faut faire le lien avec, voilà, là c'est 12 divisé par 4, etc. Pour que l'enfant comprenne d'une part la division dans le monde réel, donc c'est ce qui est montré à l'écran, mais aussi sa formalisation mathématique. Alors il y a aussi, quand on fait des maths, on utilise aussi des mots du français. Mais ces mots du français peuvent avoir des sens un peu différents ou des sens obscurs. Le mot hypothèse, par exemple, en maths, ben, en maths, une hypothèse, c'est quelque chose de sûr. Je prends comme hypothèse que ça et ça et ça, et puis j'essaye de démontrer que c'est vrai ou que c'est faux d'ailleurs, mais on part de quelque chose qui est juste, qui est certain. Alors que l'hypothèse en français, eh ben, c'est un doute. Je fais une hypothèse que ça, mais ça veut dire je doute de ça. Donc le sens est pas loin d'être opposé entre les maths et le français et l'usage courant. Bon, le facteur, je vous fais pas un dessin, il vient vous porter les lettres le matin, mais en maths, un facteur, c'est ce qui sert c'est les deux côtés d'une multiplication. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Coordonnées, eh ben, je me demande si ma chemise est bien coordonnée avec mes lunettes, mais en maths, c'est pas tout à fait la même chose non plus. Ça a un autre sens. Numérateur, etc. Enfin, les nombres, pardon, le nombre de mots spéciaux qui sont donc des mots courants du français, mais qui sont utilisés de façon un peu différente en mathématiques, il y en a plein. Et si on ne connaît pas le sens mathématique du mot, on peut se tromper, comme dans cet exemple-là. La consigne, c'est trouver x. Eh ben, en maths, ça veut dire faire le calcul pour savoir quelle est la valeur de x qui correspond à la figure. Et en français, ça veut dire, tiens, si je cherche mon stylo, ben voilà, ah, j'ai trouvé mon stylo, le voilà, il est là. Alors, pour être franc, je ne sais pas si l'élève qui a fait ça, c'était pour s'amuser parce qu'il ne connaissait pas la réponse, ou si c'était vraiment sincère parce que, il a confondu le français, trouver X, ou avec Trouver chercher Charlie. mon stylo. Mais en tout cas, ça fait partie des Oui, erreurs je pense. qui peuvent le faire, qui peuvent arriver. J'avais un stagiaire une fois, il savait parfaitement faire des additions, mais il ne savait pas faire des sommes, parce que le mot somme, pour lui, en mathématiques, n'était pas associé à l'idée d'addition. Et alors peut-être aussi que c'était qu'il confondait faire une somme, qui est donc une addition, avec faire un somme, qui est je me repose un petit peu. C'est possible aussi. En tout cas, le sens mathématique n'y était pas. Voilà. Donc, il y a beaucoup de mots qui peuvent poser des problèmes. Ensuite, il y a des exercices et Claudine va nous proposer un certain nombre d'exercices. Alors, dans cet exercice-là, par exemple, hein, très souvent pour ces enfants-là, on va le lire en faisant un petit peu attention. On lit dans un ménage. Et qu'est-ce que tu penses? Ménage, ça fait quoi dans un ménage? Oh, ben, je vois maman qui fait le ménage, par exemple, ou je vois la dame qui fait le ménage. D'accord. On a dépensé alors, 412,50 euros. Alors là, il y a déjà des virgules et néants, c'est compliqué. Pour le loyer. Et le loyer, qu'est-ce que c'est? Ah, ben ça, je ne sais pas du tout. Ah.
Mais dépenser, tu sais ce que ça veut dire aussi? Bah oui, quand je fais du sport, je me dépense, hein. Ça, voilà, c'est quand je fais du sport. Ok. Donc pour le chauffage, d'abord le ménage, c'est quelqu'un qui fait le ménage. Dépenser, c'est quelqu'un qui fait du sport. 412,50, on va passer parce que c'est des chiffres avec une virgule et là, j'y comprends rien. Loyer, ça, je sais pas. Chauffage, tiens, il y a une histoire de chauffage, là, il y a quelque chose qui chauffe. Bon, pour la nourriture, je sais ce que c'est manger. 340, j'ai pas bien vu là. Et alors, combien ce ménage a-t-il dépensé? Combien? J'ai pas d'image. J'ai pas d'image. Tiens, le ménage est en train de revenir. A-t-il pas d'image et dépensé, il y a encore le sport. Voilà, ça peut donner ça quand un enfant a des difficultés en mathématiques ou en français. Et ben voilà, quoi. Et la Donc il y a des question, petits alors, mots dans un, on, a, pour, le, la, combien, ce, le a-t-il, sont des petits mots qui n'ont pas d'image du tout. Encore ménage, on peut l'avoir, loyer, si on explique, on peut l'avoir, chauffage aussi, la nourriture, on l'a. Cela, il n'y a pas d'image. Et donc, c'est des petits mots qui font que, comme le cerveau a horreur de ne pas comprendre, ils vont imaginer une histoire et ils vont répondre à cette histoire. Ce qui me fait penser d'ailleurs qu'un jour, j'ai un élève qui était en seconde. J'ai dit, mais prenez le temps de lire l'énoncé quand même, c'est important. Là, vous ne lisez pas l'énoncé. Il lève la tête, il me regarde et il me dit, mais madame, si je lis votre énoncé, je n'ai pas le temps de faire votre problème. Il y avait des chiffres, donc il a pris les chiffres, il a fait ses calculs. Puis j'ai dit, bah oui, vous allez faire le vôtre, mais pas le mien. voilà, donc il y a toujours moyen de trouver des calculs, mais là, ça revient un peu à Oui, prendre les opérations au hasard, comme je le disais tout à l'heure. voilà. Mm. Et on pourrait se dire, avec cet exercice-là, pour résoudre le problème, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va le simplifier, on va juste mettre calculer 412 plus 170, etc. Mais en fait, si on fait ça, en fait, on casse tout l'intérêt des mathématiques. Parce que l'enfant, il aura plus qu'à faire une opération, mais dans la vie réelle, comment il va se débrouiller? Et Il puis, faut de toute trouver manière, d'autres solutions. il fera l'opération parce qu'on lui a demandé, mais alors ce qu'elle veut dire, à quoi ça sert? T'en as un autre de petit exercice aussi, non? J'en ai un autre. Ah oui, Monsieur Paul a deux chiens. Le petit mange 105 grammes, 150 grammes de nourriture par jour, déjà, par jour, oui. Et le plus grand mange 25 grammes de plus. Eh bien, combien, c'est pareil, combien, je sais pas, de nourriture le plus grand mange-t-il? Ben, d'abord deux chiens, d'abord le petit chien, le grand chien. Il va répondre beaucoup, hein, parce qu'il mange, et de plus, ça va rien lui dire. Et puis, comment mange-t-il? Alors, celui qui est un peu futé va dire, ben, mange-t-il tous les jours? Combien de jours? Hein, tous les mois? Parce que c'est pas précisé dans la question non plus. Il y a aussi plein de choses qui viennent. Puis alors, Monsieur Paul, ben, si il connaît un Monsieur Paul qu'il n'aime pas, il va avoir du mal à imaginer les deux chiens, par exemple. Puis il me revient aussi un autre exemple, mais c'était un jour de brevet où il faut représenter des choses de la vie courante. Et donc, pour faire réciter des sinus et des tangentes à des élèves, on leur avait dit qu'ils étaient en haut d'une piste de ski et qu'ils dévalaient la piste de ski. Et mon neveu, il n'a pas fait le problème. J'ai dit pourquoi? Ben, il dit, attends, moi je suis en haut de la piste de ski. Alors, quand il a vu après, j'ai dit, mais fallait trouver ton triangle rectangle et puis appliquer ta formule. Mais il me dit, mais écoute, j'étais en haut de ma piste de ski, comment voulais-tu que je vois ça? Ça fait aussi partie. Il y a Voilà. plein d'histoires comme ça qui sont quelque part comiques, mais c'est à Ouais. la fois comique et Donc, dramatique. ouais. Non, mais il faut vraiment, quand vous avez des exercices à faire avec les enfants, savoir exactement ce qu'ils ont dans leur tête comme représentation pour pouvoir le comprendre, quels sont les mots qui manquent, et pas avoir, faut pas hésiter à leur expliquer les mots qui manquent. Alors, on va pas leur expliquer la leçon quand on leur fait une interrogation en classe. Il y a des petits malins qui disaient, Madame, ça veut dire quoi ce mot-là? J'ai dit, attends, celui-là, tu devais l'apprendre. Voilà. Par contre, je veux bien t'en expliquer un autre qui n'était pas dans la leçon et qui va te permettre de comprendre. Puis des fois, Alors, pour il aller faut juste un vraiment tout petit peu, vérifier ce qu'ils ont comme représentation de la situation dans leur tête. pour aller compléter ce que tu dis, Claudine, donc là, tu as pris l'exemple d'un enfant qui avait vraiment des grosses difficultés, qui sont donc des difficultés de lecture, hein, c'est purement et Ben, c'est simplement de des la difficultés. dyslexie, qui peut s'ajouter à la dyscalculie, hein, ça c'est clair. Mais même un enfant qui lit bien et qui simplement rate le 2 plus, qui lit parfaitement, qui se fait toute l'image, sauf que le 2 plus n'a pas d'image, eh ben, il va répondre simplement 25 grammes. Le Ouais. plus grand mange 25 grammes. Voilà, c'est tout. Donc, de toute façon, c'est faux, bien entendu. Allez, un dernier petit exercice. Ah, les petites fourmis. Un oiseau voit passer
4 fourmis le matin, il sautille 3 fois sur sa branche. L'après-midi, il voit passer 5 autres fourmis. Bah, déjà, il sautille, alors l'enfant, il a envie de sautiller lui aussi. Bon, combien de fourmis? Combien ça lui parle pas? Des fourmis, mais il a vu passer. Bon, ben, lui, il a vu passer 3 chiffres, hein, le 4, le 3 et le 5. Pas de problème, il va tous les additionner parce qu'il faut faire quelque chose. Et l'addition, elle est câblée un peu d'origine dans la tête. Le reste, c'est compliqué. Voilà, je pense que certaines d'entre vous peuvent faire le lien avec des choses qui ont déjà dû leur arriver. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi, il m'est arrivé une fois avec un élève avec qui on venait de faire les opérations, les multiplications en particulier. Et pour faire un exercice de multiplication de tête, bah, je lui dis simplement, il y a combien de repas dans un week-end? Alors il réfléchit un petit peu, il me dit 9. Ah, j'étais un peu surpris, donc je lui dis, mais explique-moi comment tu as fait. Donc il était très serein, très sûr de lui. Il me dit, bah, il y a 3 repas par jour. Je lui dis, oui, très bien. Et puis il y a 3 jours dans le week-end. Ah, je lui dis, OK, explique-moi ce que c'est pour toi que le week-end. Ah ben, il me dit, c'est les jours où je travaille pas, c'est mercredi, samedi, dimanche. Donc, bon, il y avait des parents qui étaient là, qui sont restés comme deux ronds de flanc. J'avoue que moi aussi, je m'attendais pas à celle-là. Mais cet enfant était totalement persuadé que le week-end, c'était 3 jours. Et bah, habituellement, quand on parle d'un week-end de 3 jours, c'est plutôt vendredi à dimanche ou samedi à lundi. Mais ça n'a jamais été mercredi, samedi, dimanche. Mais sa certitude a fait que bah, il a bien fait le calcul. C'est un peu comme, c'est un peu l'inverse d'Obélix tout à l'heure, hein. Lui, pour le coup, la multiplication était bonne, mais les bases n'étaient pas bonnes. Ce qui empêche que le résultat était faux, mais pas pour la même raison que les Gaulois d'Obélix. Alors, bon, c'est bien tout ça, mais il va falloir maintenant trouver des pistes pour faire autrement, pour éviter de tomber dans ces pièges-là. Alors, la première piste, Claudine. Eh ben, c'est première piste, apprendre par cœur. Alors, il faut savoir ce qu'il faut apprendre par cœur en maths ou pas. Après, je vous dirai des choses là-dessus. Ben, essayez donc d'apprendre déjà de le lire, ce texte. Donc, il était grilleur, les lictueux toves ou tov. Sur la loinde, j'irais et vriblait, tout flivoreux étaient des borogoves, on ne sait pas, les vergons fourbus bourniflaient. Et ben, essayez donc d'essayer de l'apprendre par cœur et de retenir ne serait-ce que les 3 premiers mots. Les 2 premiers, ça peut aller, mais déjà le troisième. Déjà, au début, Tentez, c'est pas évident. Ça, c'est un poème qui a été écrit par Lewis Carroll. Ce sont que des mots inventés. Alors, ça a été traduit par un Français, bien sûr. Ça a été traduit en français. L'original est en anglais. Il n'est pas plus compréhensible en anglais qu'en français, bien sûr, puisque ce ne sont que des mots inventés. inventez. Voilà. Si vous essayez d'apprendre ça, franchement, c'est pas mal. Et donc, effectivement, quand on veut apprendre, il faut apprendre par cœur. On dit qu'il faut apprendre par cœur. Alors, ce qu'il y a, récemment, c'est Jean-Marc Lachaud, je crois aussi, qui vient de montrer qu'apprendre par cœur, c'était très intéressant parce que ça donnait des principes de réflexion, de précision, des motifs qui pouvaient se répéter. Par contre, si vous apprenez, les enfants, ils doivent apprendre des tables de multiplication. Donc, ils vont être gentils, ils vont les apprendre par cœur. 8 fois 7, 56. Bon. Et 7 fois 8, bah, ça, je ne sais pas, parce que ce n'est pas le même son. Voilà. Et puis, bon, ils l'ont appris par cœur, mais ils n'ont jamais l'idée d'utiliser le 56 et de le retransformer en 8 fois 7, parce que quand il faudra faire des simplifications ou des choses. C'est un bloc. 8 fois 7, 56, ça n'a pas de sens, c'est un son et c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc ça, c'est du par cœur. Si il comprend ce que ça veut dire, il n'y a pas de souci. Ça va nettement mieux. Mais Pythagore, le théorème de Pythagore, là, il est fait, c'est moi, j'ai fait le modelage sans faire de mots. Et je l'ai présenté à mon voisin qui était ingénieur aussi et qui était à la retraite. Quand j'ai présenté ce modelage-là, il m'a dit, c'est ça que ça voulait dire, Pythagore, le théorème? Parce que alors moi, j'ai toujours appliqué, hein, j'ai mis les x2, les y2 et tout ça, mais alors ce que ça voulait dire, j'en savais rien, je savais qu'il fallait l'appliquer. Donc voilà. Si on comprend qu'effectivement, si on construit le carré qui correspond sur chacun des côtés du triangle rectangle et que enfin, c'est Euclide qui a démonté en premier, que si on fait la somme des deux carrés des côtés de l'angle droit, on va trouver exactement l'aire du carré de l'hypoténuse. Si on sait ce que ça veut dire, c'est quand même plus facile à retenir et à comprendre et à appliquer. Et ça, on peut l'expliquer. Et ce qu'on fait avec nous, ce qu'on explique aux gens, voilà, c'est une version simplifiée du théorème de Pythagore, mais celle-ci, elle parle et les enfants vont la retenir parce qu'ils n'ont pas besoin de.
ils vont avoir compris le sens. Puis ils vont avoir posé les boules, ils vont les avoir manipulées, ils vont les avoir comptées. Ça va être vrai, ça va exister. Après, les démonstrations, il y en a 102 pour le théorème de Pythagore, donc on peut choisir celle qu'on veut. Et puis en classe, ils auront des démonstrations. Mais ça va leur permettre de donner du sens et de comprendre, et ils vont mémoriser très vite, hein. Une fois qu'ils ont fait ça, qu'ils ont appris à mettre les images avec les mots, ils sont capables de retenir très très bien, de comprendre. Et puis c'est pas la peine de leur expliquer deux fois après, ils ont compris. Donc, il y a des choses qu'il faut apprendre par cœur. Alors, effectivement, les poésies, les poèmes, certaines citations, c'est intéressant de les apprendre par cœur pour avoir la construction de phrases, pour avoir des choses. Des définitions en maths, il faut les savoir par cœur, mais il faut savoir ce qu'elles expliquent, il faut avoir compris tous les mots. Et puis, quand on peut expliquer il faut faire vivre et comprendre la signification de ces exemples et de ce qu'il faut retenir. Et d'autant plus que quand on a l'explication qu'on a, quand on maîtrise non seulement le théorème, mais ce qu'il veut dire, hein, donc comme l'a expliqué Claudine, ben, faire des exercices qui utilisent le théorème de Pythagore, ça devient simple. Parce que on sait ce qu'on a, on sait ce qu'on cherche, et puis il n'y a plus qu'à l'appliquer. Si on se contente d'apprendre par cœur dans un triangle, rectangle, le carré, etc., eh ben, pour l'appliquer, ça devient extraordinairement compliqué, voire totalement impossible. Et donc ça, c'est un piège de l'apprentissage par cœur. C'est bien si on comprend, si on Il a faut, une image de ce que ça veut dire. il faut les deux. Il faut comprendre pour pouvoir apprendre. Après, mais une fois qu'on a compris, le par cœur, il est plus simple. Et puis, ça Alors, fait exister dans sa tête, parce qu'il y a aussi un exemple, à une époque, avant que les calculatrices soient obligatoires, pratiquement au lycée, ou, pour le bac, il y a une époque où il y a des gens qui avaient des calculatrices, donc qui n'en avaient pas, et donc il a été décidé qu'on donnait tous un formulaire le jour du bac. Donc, dans le formulaire, il y avait toutes les formules qu'il y avait besoin, dont il était nécessaire de les utiliser dans le problème. Mais les enfants, alors, les lycéens qui avaient appris leur cours, qui l'avaient appris à par cœur sans comprendre, mais ils n'ont pas vu que la formule, elle était là. Et ils ne l'ont pas utilisée. Ceux qui l'avaient appris, ils l'ont utilisée juste pour vérifier, pour s'assurer que c'était juste, mais ils la connaissaient, elle était enregistrée dans le cerveau pouvait travailler avec sur le sujet qu'on leur donnait, sur leur devoir, ils pouvaient penser à ça, et effectivement, voilà. Mais celui qui n'avait pas compris, elle était apprise par cœur dans un coin, mais elle n'était absolument pas mobilisable le jour de l'examen pour savoir qu'elle était là, écrite en grand, et qu'il suffisait d'appliquer celle-là et pas une autre, parce qu'il y avait quand même une page de formule. Donc c'est important de comprendre pour que le cerveau, quand on lit un énoncé, il dise, ah bah oui, mais ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça, et il construit déjà sa réponse. Après, le formulaire était là pour vérifier. Mais quelqu'un qui n'a pas travaillé quelque chose, qui ne le fait pas exister, qui n'a pas compris, il va l'avoir appris par cœur, mais ça va rester stocké dans le cerveau et on ne va pas s'en servir, ni pour reconnaître, ni pour utiliser. alors là, avec Pythagore, donc c'est une image, un modelage que Claudine a fait. Euh, Avec la méthode Davis, nous avons un outil, des outils principaux qu'on appelle l'image à la ponctuation, qui nous incite à faire des images à partir du texte que l'on lit. Donc là, l'image que vous avez, c'est l'image qui est associée dans un triangle rectangle, etc., au texte que vous avez en dessous. Si maintenant vous vous souvenez de l'exercice que nous avons fait tout à l'heure avec l'oiseau qui voit passer des fourmis, qui sautille et qui revoit passer des fourmis, eh bien, on pourrait faire une image comme celle-là. Voilà, l'oiseau le matin voit passer 4 fourmis, il sautille 3 fois, et il voit passer 5 fourmis l'après-midi, et du coup, combien de fourmis on a? Eh bien, même si l'enfant ne sait pas que c'est une addition, même s'il ne sait pas faire l'addition, il peut toujours les compter, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, et trouver la bonne réponse. Évidemment, c'est mieux s'il connaît l'addition, mais il est capable d'y répondre et de voir que il sautille 3 fois sur sa branche, bah, c'est pas des fourmis, ça. Ok. Ça n'a rien à Donc, voir. Et là, ça n'a rien à voir. Donc, en faisant des images, il est possible, je vais reprendre ma phrase, pardon, pour résoudre un problème de maths, il faut se faire une image. et d'ailleurs, dans les nouvelles directives, j'ai vu ça aussi. Au primaire, à l'école primaire, ils ont plein de problèmes. Ils ont un certain nombre de problèmes. Ils doivent faire un certain nombre de problèmes dans la semaine. Et il faut introduire des problèmes où il y a des informations qui ne servent à rien, comme les trois sauts de l'oiseau. Et ça, les enfants qui pensent en images, s'ils ne sont pas entraînés à ce genre de choses, si on arrive en leur donnant tout simplement un énoncé comme ça, où il y a des nombres qui servent à rien, sans leur avoir dit attention,
Il faut choisir, bien faire les images de ce qui compte, de ce qui est intéressant. Il y a des nombres qui ne sont pas utilisables, parce que, qui sont là simplement pour faire joli dans l'énoncé, mais qui ne servent pas à résoudre le problème. Ils ne vont pas le faire. Ils vont tout imaginer, ils ne vont pas faire attention exactement à la question qu'on leur pose, parce qu'ils auront vu des choses différentes ou ils n'auront pas compris. Donc, ce genre de problème, s'ils ont des exercices à faire comme ça le soir, demandez-leur effectivement quelles images ils ont fait, comment ils se représentent la situation. Est-ce que tous les nombres qui sont donnés sont utiles pour le calcul qu'on leur demande, et ainsi de suite. Il faut vraiment vérifier tout ça. Alors, je vous propose, encore une fois, hein, c'est ni une formation de maths, ni une formation sur la méthode Davis, c'est une sensibilisation qu'on vous fait ce soir, pardon. Je te propose, Claudine, de nous lire un petit énoncé et que chacun, chacune, pour vous, hein, il n'y aura pas de feedback parce qu'on est juste en webinaire, mais que chacun et chacune se fasse une image de ce que Claudine va raconter. Alors, lors d'une course à pied, Nina arrive 79e. Et là, vous faites votre image. Bon, une image, c'est un petit croquis, hein, c'est pas une œuvre d'art. Vous faites l'image dans votre tête, hein, je vous ai pas Dans dit, votre mais tête dans ou votre vous tête. l'écrivez sur un crayon, hein, c'est comme vous pouvez. Lors d'une deuxième course, vous faites une image, elle gagne 25 places au classement. Là, vous imaginez encore la scène. Quel est le rang de Nina à l'issue de la deuxième course? Vous imaginez encore la scène. Et normalement, vous devriez pouvoir trouver une réponse. Donc, je penche pour une soustraction, quand même. Mais c'est une soustraction dans le sens où elle dit elle gagne. Donc là aussi, c'est difficile pour les enfants. Elle gagne 25 places au classement, c'est-à-dire qu'elle est classée 25 places avant la 79e. Elle est bien mieux classée. Donc là, il y a aussi tout un travail. Comme en étant avec un vocabulaire positif, elle gagne 25 places et il faut faire une soustraction. En plus, il y a Eh oui. quel est le rang? Difficile aussi. Contrairement où si j'ai 79 billes et que je gagne 25 billes, là, il faut faire une addition. Donc, c'est pas si évident Voilà. que ça. Donc, il faut interpréter l'énoncé et savoir exactement ce que ça veut dire, quoi. Et Donc, c'est là, il n'y tout a du que langage. l'image qui nous permet de vraiment savoir quelle opération il faut faire. Si vous faites l'image, on ne peut pas se tromper. Ben oui. Alors, les maths, c'est un langage, en fait. Hein, moi, je considère, j'explique souvent à mes stagiaires, à mes élèves, que quand on a un problème de maths, eh bien, il y a une première partie qui est une histoire. Voilà, j'ai deux copains qui sont arrivés à la maison, et puis un peu plus tard, j'ai trois autres copains qui arrivent. Voilà, ça, c'est une histoire. On pourrait mettre ça en image. Enfin, c'est en image. On pourrait mettre ça en film, hein, c'est une histoire qui se passe. Mais les mathématiques, on le dit depuis le début de cette soirée, les mathématiques consistent à modéliser cette réalité sous forme plus simplifiée et sous forme exploitable pour faire des calculs. Et donc la réalité, la traduction mathématique de cette histoire, c'est 2 plus 3. Et là, on peut Alors, calculer. Voilà, j'ajouterais, à condition de poser la question, combien ai-je de copains à la maison? absolument. Parce que moi, comme tu n'as pas précisé la question, moi, je te dis, bah non, moi, il y a 6 personnes, hein, parce que il y a bien les 3 plus 2 copains, plus moi dans la maison, donc on est 6. Oui, la question, ça pourrait être combien sommes-nous à la maison? Donc, on a entendu le 2, le 3. Le cerveau, automatiquement, il fait l'addition, il est câblé pour ça depuis la naissance, mais pas plus grande hein, comme addition, ce niveau-là. Donc 2 plus 3 égale 5. Oui, mais 5 quoi? 5, c'est la réponse à quelle question? Et pour un enfant qui pense beaucoup en images, donc il y a besoin d'images pour comprendre, pour faire le lien en particulier entre les maths et la réalité, si on commence par lui apprendre simplement 2 plus 3 égale 5, eh bien excusez-moi, je vais peut-être choquer des gens, mais ça ne veut rien dire. Exactement. Apprendre simplement 2 plus 3 égale 5, ça ne veut rien dire. Par contre, apprendre deux copains et trois copains qui viennent après, deux copains plus trois copains, là, ça veut dire quelque chose, parce que ça a du sens. Et une fois que l'enfant a compris qu'il y a un lien entre la réalité et puis et les mathématiques, eh ben, il peut apprendre 2 plus 3 égale 5, parce qu'il peut rattacher ça à des copains ou à autre chose.
Mais il faut d'abord qu'ils fassent le lien entre la réalité et les maths. Non, c'est pareil, moi j'ai quelqu'un qui m'a raconté, et c'était des enfants en classe d'orientation, enfin bref, qui ne comprenaient rien en maths. Et il leur dit, mais enfin 2 plus 3 tu sais ce que ça veut dire? Et le garçon qui avait 15 ans lui a dit, non, 2 plus 3 rien. Il lui a dit, attends, tu as 2 euros, je te donne 3 euros, qu'est-ce que ça te fait? Bah, 5 euros, c'est évident. Mais 2 plus 3 mais non, 2 plus 3 je ne sais pas. Voilà. Et en fait, on comprend pas. Voilà. J'adore cette histoire, Claudine, parce que c'est une pure illustration de ce que nous disions juste avant. Et voilà. Voilà, 2 euros plus 3 euros, ça veut dire quelque chose. 2 plus 3, ça ne veut rien dire. Et tout. Et la magie des maths, c'est que quand on prend deux quelque chose et qu'on ajoute trois de cette même chose, eh bien, ça fait toujours cinq de cette même chose. Qu'on soit en train de compter des kilos de farine, des planètes, des centimètres, des fourmis ou je sais pas quoi, 2 plus 3, ça fait toujours 5. Deux fourmis plus trois fourmis, ça fait 5 fourmis, etc. Et ça, c'est la magie des maths, parce qu'on n'a pas besoin de réapprendre à chaque fois à faire l'opération 2 kilos de farine ou l'opération de centimètres ou l'opération de nombre de planètes. Alors, on a vu avec ces quelques exercices qui sont encore une fois loin de constituer la totalité, hein. On est d'accord, il y a beaucoup, La beaucoup base. d'autres pièges qu'il peut y avoir. On a vu le savoir-faire. Comment faire pour faire en sorte que ça soit plus simple. On va voir maintenant le savoir-être. Pour favoriser les apprentissages, quels sont les réflexes qui sont utiles pour y aller? Alors, ce qu'on me disait, voilà, en mathématiques, c'est juste ou faux. Mais dans cet exemple-là, par exemple, où c'est une question d'engrenage et il fallait montrer, répondre à une question d'engrenage, l'enfant l'enfant en classe ou la personne se trompe. Si on bat d'une manière avec un trait rouge, et ça, je sais que je l'ai fait et que je ne le referai plus, et puis qu'on lui dit c'est faux, bah, il reste avec son c'est faux dans la tête. En plus, je suis nul, j'ai rien compris. Et puis la prochaine fois, on lui redemande quelque chose de pareil, il ne saura pas. Donc, le CFO, il y a à la fois, dans un sens, il ne rend pas service à l'enfant. Si on l'accompagne en expliquant, en fait, où est l'erreur, et si on cherche où est l'erreur en disant là, bon, ça ne marche pas, mais l'erreur, elle est là où il y a la petite flèche, à ce moment-là, oui, ça lui permet de progresser et de corriger. Donc, le barrer en rouge sans rien dire, ça lui sert à rien. Lui dire là, c'est pas juste, et puis chercher avec lui pourquoi, et dans son esprit, c'était juste, et puis autrement, ça y est pas, ça peut l'aider, en fait. Ça évite, ça permet qu'il trouve son erreur, ça va lui permettre de la corriger, et puis ça évite qu'il perde son estime de lui. Et Oui, ça me fait penser aussi, c'est une autre prof de maths qui l'avait raconté, c'était en sixième, avec des petits-enfants, elle expliquait ce que c'était que des droites parallèles. C'est des droites qui sont l'une à côté de l'autre, mais toujours à la même distance, qui ne se rencontrent jamais, qui n'ont pas de point, voilà, qui n'ont pas de points mathématiques en commun et tout ça. Donc elle sait qu'elle avait un petit garçon qui avait des difficultés à apprendre, elle lui explique bien, elle le fait manipuler, il vient au tableau, il a tout compris. Le lendemain, elle l'interroge. Et elle lui dit, mais alors, les droites parallèles, qu'est-ce que c'est? Le petit garçon sûr de lui, elle lui dit, ah bah ça alors je sais, elles ont un point commun. Ah, un point commun en mathématiques. Bon. Puis là, si, 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 elles ont un point commun. Voilà. Dis pas tu, prof, et ouais, voilà, j'ai bien. Il dit, ben, tu peux m'expliquer? Et alors le petit gamin, il fait ça. Tu vois bien? Et vous voyez bien, il y a un point commun. Elles sont toutes les deux l'une à côté de l'autre comme ça. Le point commun en français et le point commun en mathématiques. Donc il avait tout compris, mais il ne savait pas le redire non plus. Ça aussi, c'est un souci. Et donc l'exemple avec le week-end des 3 jours, bah, si on lui avait dit c'est faux, d'abord il aurait été frustré. Et puis dans son idée, qu'est-ce que c'est qu'un week-end? C'est quand je travaille pas. Donc c'était logique pour lui. Ça, c'est. Voilà. Donc, bon, ce que Patrick va dire après, valoriser le raisonnement. Moi, ce que maintenant, en classe, une fois que j'avais compris ce qu'on faisait, comment on expliquait ça, je mettais toujours, je prévenais les élèves en leur disant, voilà, je mettrai des points là-dessus, là-dessus, là-dessus. C'est pas le résultat qui compte, c'est comment vous l'avez fait. Donc, même si vous faites une erreur de calcul, mais si votre raisonnement est juste et cohérent, il y aura des points pour l'avoir fait juste et cohérent. Il y aura des, mais qu'ils sachent, parce que quand ils pensent très vite, quand ils pensent en images et quand ils ont tout de suite la réponse, ils vont vous donner la réponse, puis vous les testez s'ils ont appris le théorème ou la définition. Donc il faut les prévenir d'avance sur ce, voilà,
Non, bah, ce qui compte, ça va être la démarche, ça va être telle et telle définition, je veux voir telle chose, telle chose. Si vous faites une erreur de calcul dans le résultat, c'est pas grave. On Et reprend. Mais il faut j'ai eu il bien y a très préciser et bien comprendre. Pardon. J'ai eu il y a très peu de temps une élève que je suis en petit cours de soutien en maths, là, et on avait fait des équations, et à un moment, une séance, elle revient, elle était effondrée, quoi, alors que c'est quelqu'un qui est assez sûr d'elle en général, et là, elle était complètement effondrée parce qu'elle avait fait une équation, et sa prof lui avait marqué que c'était faux. En tout cas, la jeune fille avait compris que sa prof lui disait que c'était faux. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, hein. Mais son estime de soi, on avait pris un sacré coup. Alors que ce qu'elle avait fait simplement, c'est qu'elle avait donné le résultat tout de suite. Donc, comme tu disais, Claudine, c'est pas le raisonnement est super important aussi, même si le résultat est pas toujours juste. Mais là, le fait d'avoir donné que le résultat, eh ben, ça lui a compté faux, mais elle n'avait pas compris ce qui était important pour pour son enseignante. Et donc, l'estime de soi peut en prendre un sacré coup, malheureusement. Voilà. Donc Nelson Mandela, il a dit, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et le rôle de l'erreur, c'est pas de la valoriser en disant, mon petit, tu as fait une erreur, c'est super, c'est génial. Non, c'est voilà, tu as fait une erreur, c'est pas grave. Cette erreur, qu'est-ce qu'elle veut dire? Parce que le cerveau, il fait jamais des erreurs par hasard. Les fautes de tourderie, c'est une manière de se cacher, de se voiler la face. Il n'y a pas de faute des tourderies. Le cerveau, il a répondu ça parce que, en fait, dans son mécanisme, ben, il a fait ces associations-là qui lui ont produit ce résultat-là. Et donc, repérer les erreurs et précisément l'erreur, c'est vraiment une source, une occasion formidable pour apprendre ce qu'il ne comprenait pas, ce qui bloquait, ce qui gênait. Et des fois, c'est simplement des mots, souvent, très souvent, c'est la signification des mots. Alors, un jour, en cinquième, j'avais un exercice. Quel est le, je sais pas, on disait il gagne tant par mois, ou il fait tant de choses dans un mois, ou quel est le bilan annuel, ou je sais pas quoi. Ben, le mot qu'il ne comprenait pas, c'était annuel. Je ne savais pas que ça voulait dire une année. Donc, voilà. Et donc, les calculs étaient faux. Et c'est important de savoir où est l'erreur et pourquoi l'enfant a fait cette erreur-là, parce que c'est ça qui va nous donner la réponse. Voilà. Et se tromper, il faut surtout leur dire se tromper, c'est pas grave, Oui, à il faut condition de aussi, corriger. exactement, il faut aussi dédramatiser l'erreur parce que souvent c'est une erreur, c'est ah, ça y est, je suis nul, etc. On revient à ce qu'on disait Mhm. tout à l'heure, hein. Alors que l'erreur, c'est juste une indication de il y a un problème quelque part et ce problème, il va falloir trouver où il se trouve déjà et ensuite le corriger, comme le week-end de 3 jours. Ben voilà, une fois qu'il a compris que c'était 2 jours, évidemment, il a plus fait l'erreur. Alors la question qui tue, qu'il ne faut pas poser, c'est est-ce que tu as compris? Parce que l'enfant, il ne va pas vouloir se sentir dévalorisé, il vous répondra toujours oui, ou alors s'il en a marre, il vous dira non, et puis j'en ai marre. Bon, voilà. Mais c'est comment as-tu compris? Parce que je ne suis pas sûre, moi, de penser comme toi. Toi, qu'est-ce que tu as mis dans ta tête? Qu'est-ce que tu as compris? Est-ce que tu peux m'expliquer? Alors, ce que je disais à mes élèves, de toute manière, vous savez, le prof de maths, il sait rien, il faut tout lui dire. C'est le plus sûr moyen de répondre aux questions. Mais quand on est parent et qu'on a là, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ce mot-là va voilà. Qu'est-ce que tu penses? Donc, faire l'image du problème, reprendre l'énoncé avec lui, petit bout par petit bout, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis là, on trouve ce qui coince, ce qui ne va pas, et ça marchait super bien. Et d'ailleurs, en classe, quand les enfants me disaient, j'ai pas compris, très souvent, j'arrivais simplement, je mettais le doigt, je leur dis, regarde, lis. J'allais jusqu'au bout de la ligne, hein. Ah, ils me disaient, oui, c'est bon. Ne serait-ce que ça, lire les énoncés jusqu'au bout, c'est pas oublier de mots, et puis qu'ils sentent que c'est lui qui construit sa représentation quand même. Voilà, c'est ce qu'il a pensé, il n'y a pas de juste, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mauvais. Ça se passe comme ça dans sa tête. C'est sa cohérence, c'est correct avec ce qu'il doit savoir avec la réalité, ou bien son image, bah, parce qu'il a confondu des mots entre eux, là, elle n'est pas juste, bon, on la rectifie, hein, mais il n'y a pas de drame. Oui, et puis je pense qu'il faut ajouter quelque chose aussi, parce que tu dis qu'il faut que l'enfant explique au prof, mais pour beaucoup d'enfants, c'est intimidant d'expliquer à un prof qui a des dizaines d'années d'expérience en plus, qui connaît toutes les maths, etc. Et l'enfant qui peut-être a du mal à expliquer, il faut qu'il explique quelque chose que le prof connaît parfaitement. Mais ça fait partie du rôle de l'élève, quoi, de Mm. pouvoir expliquer à un prof, même si le prof connaît déjà tout. Et ça, c'est important Ça que aussi, il faut le l'enfant le dire, oui. comprenne aussi.
Alors, ce qui est important aussi, c'est de vérifier la compréhension de l'enfant et vérifier que l'enfant utilise les bonnes connaissances. Euh, il y a un cheval, Hans le Malin, il s'appelait, c'est un cheval allemand, j'ai oublié son nom en allemand, pardon. C'était dans les années 1900, 1905, quelque chose comme ça. C'était un cheval extraordinaire. Il savait compter, il savait faire des additions, il savait faire des multiplications, etc. Il savait même épeler des mots. Donc avec A, un point, enfin un coup de sabot, B, deux coups de sabot, etc. Enfin, vraiment le cheval, super impressionnant, quoi. Donc évidemment, ça a attiré des questions bon, pour savoir ce qui se passait. Donc ils ont fait plein d'expériences et quasiment à tous les coups, le cheval répondait bien. Et en fait, ils ont fini par se rendre compte que quand on demandait au cheval, par exemple, 2 plus 3, et ben le cheval, il commençait à taper un, 2, 3, 4, et là, tout le monde était là. Ah. Et le cheval, il repérait l'attitude des gens, et il savait que, hop, là, il fallait arrêter. Donc, il arrêtait au cinquième coup de sabot, pas parce que 2 plus 3, ça fait 5, mais parce que toute la foule était en arrêt devant, est-ce qu'il va trouver la bonne solution? Alors je dis ça parce que est-ce que l'enfant, il fait finalement le cheval intelligent? Il y a beaucoup d'enfants, maintenant que je connais le truc, je me méfie un petit peu. Je leur demande quelle opération il faut faire. Ils vont me dire par exemple 2 plus 3. Et je les regarde comme ça. Et puis là, ils savent que c'est pas bon. Alors, bon, bah, on va faire 2 fois 3 alors. Ok, bon, 2 divisé par 3. Et là, l'enfant, en fait, il sait pas quelle opération il faut faire, mais il joue à Hans le malin. Il joue à Devine. deviner quelle est l'opération en fonction de la réaction de la personne qui est en face. Évidemment, c'est pas des maths, et ça se corrige par d'autres choses, mais on peut, avec un enfant qui est très intelligent, ça peut franchement faire illusion et ça vaut le coup de vérifier. Ils savent faire. Ouais. Alors, bon, donc simplement, comme on a dit pour les maths, ben, il faut vraiment vérifier, reprendre les bases, et je vous assure que ne serait-ce que savoir que ce que veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eh ben, même en seconde et même plus tard, il y en a qui ne savent pas parce qu'ils ont appris la petite musique par cœur. Ils sont incapables de dire que le 2 est associé à 1 plus 1 et ainsi de suite. Et que ces chiffres, ils servent à écrire des nombres. Et comment on écrit des nombres? On écrit des nombres avec des paquets de 10 avec nos 10 doigts. Et pour eux, 10, alors, il y en a une époque aussi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'était pas des nombres, c'était des chiffres. Ça, vous ne pouvez pas être des nombres. J'ai dit, mais quand tu as 3 chaussettes, tu as combien de chaussettes? Ben, 3. Mais 3, c'est pas ton nombre de chaussettes? Si, mais ça s'écrit avec le seul chiffre 3, c'est tout. Donc, il y a les chiffres qui servent à écrire des nombres. C'est comme en français, il y a, bah, Y, c'est un mot, il n'a qu'une seule lettre, hein. A, c'est un mot, il n'a qu'une seule lettre. Et c'est pas un souci. Donc, il faut déjà qu'ils comprennent que les chiffres, ils servent à écrire des nombres, comme les lettres de l'alphabet servent à écrire des mots. Et puis, comment on va les organiser dans les nombres, à quelle place ils ont, et ainsi de suite. Si on veut apprendre la fonction carré, si on n'a pas la notion de multiplication, et si on n'a pas la notion de la forme du carré et pourquoi ça s'appelle comme ça, et puis en plus la fonction, si on n'a pas la notion de fonction, pour eux, fonction carrée, il n'y a rien. Donc, il faut vraiment reprendre les bases et les construire au fur et à mesure des choses. Et vraiment, les premières, prenez le temps. Alors, on peut jouer avec des morceaux de sucre, des haricots, des gros haricots, enfin des grains de riz, c'est un peu petit, mais simplement apprendre que le 1, on pose un grain de riz et on va le représenter ça parce que avec le chiffre 1, on va l'écrire avec le chiffre 1. Quand je leur dis, quand tu veux parler d'un éléphant dans la pièce, tu vas pas aller chercher un éléphant pour dire que tu penses à un éléphant. Tu utilises le mot éléphant. Donc ça remplace le mot. Ben, les noms, les chiffres, voilà, c'est pareil. On va pas aller chercher plein de choses pour le montrer. On écrit les nombres avec des chiffres. Mais reprenez ce que c'est que le 0, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, 6, 7, 8, 9. Parce que le 10, c'est aussi un chiffre. Non, il s'écrit avec deux chiffres. Donc là aussi, faire un paquet de 10 et puis le déplacer d'un cran sur la gauche. Et puis on a un seul paquet, donc on peut réutiliser le chiffre 1. Et puis on n'a plus rien, on n'a plus de grainerie tout seul, donc ça va être le zéro. Donc comprendre que 10, c'est un paquet de 10 et zéro unité. Travailler tout ça, c'est vraiment la base. Et après, les gestes des opérations. Une addition, c'est on regroupe et on compte ensemble. La soustraction, on prend, on enlève. La multiplication, c'est on pose la même chose, on pose la même chose, on pose la même chose et on les compte ensemble. La division, c'est on prend quelque chose et on distribue, par exemple, ou on regroupe en paquets.
Et une fois qu'ils ont compris ça, il y a beaucoup de choses qui se débloquent. Mais c'est vraiment à partir de ça. Et pourquoi il y a des choses qui se débloquent? Parce que dans la vie courante, vous prenez un objet, un crayon, vous en prenez un autre. Celui-ci, c'est un téléphone. Ben, vous les regroupez ensemble, vous pouvez, mais vous n'allez pas compter. Il n'y a pas deux crayons, il n'y a pas deux téléphones. Donc, on ne peut pas faire une opération d'addition. Par contre, si j'ai un crayon et si j'ai un autre crayon, ben là, je peux les regrouper ensemble et les compter. Donc, les propriétés de l'addition, elles vont être utilisables à chaque fois en science, on va avoir à traiter des objets de même nature qui vont avoir à agir ensemble. Et on va être en logique d'addition. Mais à chaque fois qu'on aura des objets de nature différente, ça va être la logique de la multiplication. C'est tout simplement addition. On réunit des objets de même nature, on peut les compter ensemble. Ben, ça va s'élargir à toutes les mathématiques. À chaque fois qu'on fait agir ensemble des objets de même nature, on va être dans la logique des propriétés de l'addition. Et si les objets ne sont pas de même nature, on va être dans la logique de la multiplication. C'est pour ça que la multiplication est aussi une construction intellectuelle, parce que 3 fois 36, ben, ce n'est pas la même chose que 36 fois 3. 3 fois 36, c'est 36 plus 36 plus 36. Et 36 fois 3, c'est 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3, 36 fois. Donc dans la réalité, ce n'est pas pareil. Et comme le résultat est le même, on va dire qu'en mathématiques, ça va être pareil. C'est pour ça, nous, le mot facteur, et ainsi de suite. Donc il faut vraiment bien distinguer les calculs, ça sert aussi à traduire. Et les maths traduisent la réalité. Ou bien les choses sont identiques, ou bien elles sont différentes. Et puis, il n'y a pas d'autre matière jusqu'à présent. Voilà. Alors, en guise de conclusion, si on résume très rapidement ce qu'on en a dit, il faut se méfier des bases. Donc, il faut faire en sorte que les bases, les nombres, les opérations, hein, Claudine vient d'en parler, que ça soit bien maîtrisé. Parce que sans les bases, de toute façon, on peut pas faire grand-chose, on peut rien Faut faire. bien faire. Il faut comprendre. Donc, on a fait quelques exercices très rapides, certes, d'image de la consigne, l'image à la ponctuation. Ça, c'est des outils Davis que l'on utilise très facilement. Il faut savoir traduire hein, l'image, souvenez-vous de l'image de l'oiseau avec les fourmis. Hein. Il faut ensuite le traduire en langage mathématique, 4 plus 5, je crois, de mémoire. Trop peu. Oui, plus Voilà. 5. Faire le calcul, bien sûr, donc ça, c'est une autre étape. Et conclure, revenir au réel, donc ça fait, si je me souviens bien, 9 fourmis. C'est un peu débile, mais c'est pas grave. Ok. Beaucoup de difficultés mathématiques viennent du français et du manque de signification des nombres, des opérations, des mots mathématiques, etc. C'est tout un tas de réflexes et d'outils que l'on vous apprend lorsqu'on fait un stage, que ce soit de dyslexie ou de dyscalculie, parce que quand quelqu'un vient nous voir avec un problème de dyscalculie, parfois on fait un stage simplement de dyslexie. Et on a un certain nombre de choses, de propositions dans la méthode Davis que va vous présenter Claudine. Donc, on fait maîtrise de la dyslexie. En fait, c'est la correction de la dyslexie, c'est-à-dire on apprend à l'enfant qui pense en images ou en mouvement ou en couleur, mais surtout pas avec des mots, ben, de pouvoir comprendre la signification des mots et ensuite d'apprendre le petit dessin qui les représente. L'orthographe, c'est le petit dessin qui représente toute la signification du mot. Mais tant qu'il n'a pas la signification du mot et qu'il ne l'a pas construite, parce qu'on apprend que ce qu'on construit soi-même, ça ne marchera pas. Donc, on travaille à la correction de la dyslexie. L'attention des vis, c'est pareil. Les enfants qui ne sont hyperactifs, alors oui, ou troubles de l'attention, c'est pareil. C'est des enfants qui ont une imagination absolument débordante. Alors l'histoire des fourmis et des oiseaux, lui, il aurait vu l'oiseau en train de manger les fourmis. Hein. Il ne les aurait même pas comptés. Et il serait parti, oui, mais il n'y a pas que l'oiseau qui mange les fourmis, il y a aussi, comment ça s'appelle, les tamanants ou je sais pas quoi. Enfin bref, il serait parti dans la jungle quelque part. En fait, c'est des enfants qui ont une imagination débordante et on leur apprend à la canaliser. On a des outils pour qu'ils puissent gérer leur énergie, focaliser leur attention. Et puis pareil, c'est comme de la même manière que les dyslexiques, ils ont des pensées en images extrêmement rapides. Il faut leur apprendre à les gérer, à les utiliser pour se faire ces images et comprendre les mots. Maîtrise des mathématiques, le programme de mathématiques, ben, on commence tout simplement, aussi bien en dyslexie, on réapprend l'alphabet, en mathématiques, on réapprend les chiffres et on apprend ce que c'est qu'un nombre et on apprend les opérations et les concepts qui sous-tendent ce genre de choses, hein, puisque les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets en sciences. Et donc, on réapprend tout ça. Les jeunes apprenants, c'est les enfants qui sont soit en GS, soit en début CP.
de manière à on sait déjà qu'ils ont des difficultés. Ils ne seront pas diagnostiqués, mais on sait déjà qu'ils ont des difficultés. Et on leur permet d'apprendre aussi, là, en créant les lettres, de les apprendre, de les maîtriser, de ne pas en avoir peur. Il y a un programme aussi de l'approche Davis pour l'autisme, pour les enfants qui ont des difficultés de relation. Il y a tout un programme qui a été construit pour leur apprendre à avoir conscience de leur environnement, à ne plus en avoir peur, à savoir le gérer, à ne pas avoir peur de ce qui va se passer après, et puis qui va leur expliquer aussi comment on peut interpréter les relations entre les gens, les relations qu'on peut avoir, de manière à ce qu'ils puissent vivre dans la vie et pour pouvoir être un maximum autonome dans la vie. Alors, il faut savoir que la dyslexie et l'autisme, bah, les enfants sont nés comme ça et puis on ne le changera pas. Et Davis ne change pas la personnalité, ne change pas l'individu. Il lui donne simplement les outils dont il a besoin pour pouvoir fonctionner simplement. Et puis, il y a une formation, un collègue en Angleterre qui était linguiste aussi, qui a découvert la méthode Davis et qui l'a utilisée, qui la pratique, qui s'est formé et qui a créé les formations pour les parents en se disant oui, mais tout le monde ne peut pas faire forcément des programmes où on n'en a pas toujours besoin, mais c'est pour aider les parents alors à comprendre l'enfant et on faut aussi manipuler les parents dans ce sens-là. Alors pourquoi il l'a appelé pourquoi tyrannosaure mais pas si? C'est parce qu'un jour il travaillait avec un enfant dyslexique et la maman est arrivée en disant mais écoutez, je ne comprends pas, il est capable de lire tyrannosaure, il ne peut pas lire si où il y a deux lettres. Oui, bah oui, parce que si, il n'y a pas d'image, tandis que le tyrannosaure, il avait l'image dans la tête. Donc, voilà, et c'est cette formation-là qui permet de sensibiliser les parents. Ben, c'est pas la peine de se battre le soir ou de se dire l'enfant le fait exprès. Non, l'enfant ne le fait pas exprès pour s'embêter, ni pour vous, ni pour soi. Il fait comme ça parce qu'il fonctionne comme ça dans sa tête et il associe ce genre de choses. Donc, sachant comment ça fonctionne, comment on peut aider, comment on peut. Voilà, c'est pour apprendre comment à soutenir aussi les enfants. Donc, tout un tas Et puis, alors, de oui, j'ajoute propositions. aussi quand même, je vais juste Pardon? ajouter. Ben, j'ajoute aussi qu'avec une collègue qui a fait la formation de dyslexie en même temps que nous, qui est prof de français, qui a été prof de français, formatrice en UFM, du coup, on a écrit un manuel de grammaire, pas du tout académique, enfin classique, adapté aux enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, de manière à ce qu'ils comprennent comment ça fonctionne et qu'ils puissent lire les énoncés, qu'ils puissent réagir. Donc, dans ce livre, qui peut commencer au CP et qui est utilisable même en première année de fac pour récupérer toutes les lacunes. Voilà, ça s'appelle dysorthographie grammaire de base. Voilà, ce manuel, vous Ça aussi. pouvez Alors, le commander, il est là, hein. voilà, il Si vous existe. avez des difficultés pour le trouver, vous m'envoyez un mail, je vous donnerai toutes les coordonnées Bon, nécessaires sur Amazon, il se trouve aussi. sur Amazon. Et il y a beaucoup Et d'informations dedans c'est un sur. manuel, c'est-à-dire qu'il est fait pour que l'enfant écrive dedans, la personne écrive dedans, c'est-à-dire qu'elle n'ait pas besoin de surcharge cognitive pour écrire autre chose. Et du coup, dans la foulée, on a fait aussi un livre pour apprendre à lire. Et là aussi, qui s'appelle Lecture pour tous, le petit livre orange, où on réapprend ce que c'est. Puis on apprend là aussi, on explique comment on fait pour copier un texte, parce qu'on voit les enfants en classe, ils copient lettre par lettre. Donc c'est déjà difficile de copier, ils n'arrivent pas à faire la lettre, alors ce que ça veut dire, ça c'est une autre histoire, ça bah, c'est même pas pensable. Donc ce livre pour apprendre à lire. Et du coup, on fait aussi le livre de mathématiques. Donc un livre de base aussi, mais vraiment les bases, apprendre à compter, à utiliser, à faire des opérations, ce que ça veut dire. Pas de démonstration, c'est simplement pouvoir permettre aux enfants de mettre des images dans leur tête sur ce qu'ils apprennent pour pouvoir le comprendre et le mémoriser. Alors, nous sommes, nous les facilitateurs, facilitatrices Davis, regroupés dans une association qui s'appelle D10. Vous trouverez le site internet d-dys.com. Vous pourrez vous enregistrer pour avoir des informations. Il faut savoir qu'à peu près tous les mois, nous faisons une présentation, les unes ou les autres. Si vous voulez vous informer, allez voir dessus, vous trouverez plein d'informations. Si votre enfant a des difficultés que ce soit de lecture, de maths, ou simplement je dis simplement, c'est un peu réducteur, mais pour les devoirs, que les devoirs sont difficiles, vous avez vu que nous avons plein d'outils, de possibilités. Donc surtout, n'hésitez pas à nous contacter, hein. Ça fait partie de notre boulot déjà de vous conseiller sur ce qu'il est possible de faire et de vous proposer des solutions. Non, c'était pas une question, c'était juste une précision que je viens de recevoir.
des mamans qui connaissent et qui m'ont dit, il vaut mieux commencer par le livre orange, la lecture et puis la grammaire après. Mais ce sont d'excellents livres. C'est, je dirais, beaucoup plus intéressant que les devoirs de vacances qui vont embêter les enfants. Parce que là, contrairement à ce qu'on pense, un enfant en difficulté, quand on lui apporte des solutions, quand on lui montre qu'il est capable de comprendre quelque chose, il est partant quand même. Oui, je dis très souvent qu'un enfant qui dit non, un enfant qui refuse, c'est souvent parce qu'il ne sait pas faire facilement. Et le mot-clé, c'est Oui. facilement là-dedans. Donc, si on lui dit comment faire, si on lui montre comment faire facilement, il y a peu d'enfants qui refusent vraiment d'apprendre. Pour moi, ça n'existe pas, quoi. En tout cas, quand Mm. ils sont jeunes. Après, ils peuvent avoir tellement l'habitude d'être dévalorisés que ça, il vaut mieux arrêter. Mais un enfant jeune, c'est une machine à apprendre et c'est. Quand il voit qu'on prend en considération, qu'on respecte, qu'on ne juge pas, qu'on ne se moque pas, qu'on dit, voilà, ben oui, si ce mot-là, ah bah tu as compris ça, mais en fait, dans l'exercice-là, il veut dire cette chose-là. Est-ce que tu peux comprendre cette signification? Et quand il voit qu'effectivement, il peut y arriver parce qu'on peut lui expliquer, manipuler, regarde, tu vas faire ça, tu vas prendre ça, et là, ouais, ça marche, hein. Ils deviennent demandeurs même. Bien, merci infiniment de votre participation. N'hésitez pas à communiquer sur les possibilités que nous vous offrons. Nous ferons d'autres webinaires sur les maths. Nous referons ce webinaire-là un de ces jours, forcément. Nous en ferons d'autres sur la lecture, etc. Pour faire connaître et pour faire en sorte que surtout les enfants arrêtent de souffrir à l'école et pendant les devoirs et qu'ils puissent apprendre facilement. C'est ça notre but, quoi. Et je crois qu'il y aura un atelier sur l'explication comment on se sert du livre de grammaire au mois d'octobre, il me semble. Voilà. Donc ça, c'est avec l'association D10. Inscrivez-vous Je sur sais plus si c'est d10.com. octobre je sais plus si c'est octobre ou janvier. Merci bien. Bonne soirée, Claudine. C'est peut-être Merci. Bonne janvier. soirée à toutes et à Merci tous. beaucoup. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.